Bienvenue dans ce format vidéo où je vais répondre à toutes les questions que vous m'avez envoyées cette semaine. Si vous avez envie de m'envoyer des questions, vous pouvez les marquer directement dans les commentaires de cette vidéo ou bien en lien dans la description, il y a un formulaire. Je vais ensuite compiler toutes ces questions par thématique pour vous faire des vidéos aussi précises que possible et vous donner les réponses aux questions que vous attendez le plus. La première question que j'ai là, c'est quel est le meilleur conseil qu'on t'a donné? Alors en réalité, je pense qu'il y a plusieurs excellents conseils qu'on m'a donnés. J'ai une fois un de mes coachs qui m'a dit tout simplement quelque chose de très rassurant alors que j'étais dans une phase assez difficile dans la création d'une de mes premières entreprises. C'est qu'un entrepreneur qui réussit, c'est 51% de réussite et 49% d'échec. Parce que vous aurez toujours la sensation de voir d'autres personnes réussir. Ah ouais, cette personne, elle est successful, elle a fait des millions, elle a sa marque, elle a ci, elle a ça. Et en réalité, vous ne voyez pas forcément l'envers du décor. Parce que naturellement, on a toujours tendance à présenter les bonnes choses. Si quelqu'un vient vous demander comment a été votre journée ou si vous allez bien, etc., généralement, vous allez toujours commencer par les bonnes choses et peut-être que vous allez évoquer les mauvaises. Eh bien, dans l'entrepreneuriat, c'est exactement la même chose. Pour pouvoir réussir, il suffit tout simplement de faire du bénéfice et de pouvoir du coup être dans le positif. Et si vous avez 51% de réussite face à 49% d'échecs dans vos décisions, eh bien la balance est déjà favorable par rapport à votre succès. Et là, tout votre jeu, ça va être de vous focaliser sur ces 51% pour qu'ils deviennent du 52, 53, 54 et ainsi de suite. Et si vous voyez des personnes réussir sur Internet, eh bien ne vous dites pas qu'elles sont à 99% de réussite, très loin de là. Si déjà dans une journée, 3/4 des choses que vous faites fonctionnent bien et vous apportent du résultat, c'est déjà que vous êtes sur une excellente voie et que vous êtes proche en fait de la réalité des meilleurs entrepreneurs. Donc ne cherchez pas à être parfait et essayez au maximum d'améliorer ces fameux 51%, progressivement, pas à pas. Et dans cette idée, un de mes coachs m'avait dit aussi, regarde, ça, c'est la Terre, et elle ressemble à ça pendant que tu es en train de gérer justement ton problème catastrophique qui est en train vraiment de te mettre des bâtons dans les roues et te pourrir ta vie professionnelle et ta vie personnelle. Et puis ensuite, il m'a montré la même image, et il m'a dit, ça, c'est aussi la Terre quand tu auras terminé de résoudre ton problème ou même si tu n'as pas réussi à le résoudre. Et en fait, quoi que vous fassiez, quoi qu'il soit difficile dans votre vie personnelle ou professionnelle, eh bien, la Terre continuera de tourner sans vous. Et il se peut que vous vous mettiez dans des situations très stressantes, d'urgence, et que ça impacte aussi vos proches ou votre famille, parce que c'est quelque chose d'important pour vous, mais en réalité, la majorité des problèmes qu'on a ne sont pas si importants que ça, et quoi qu'il se passe, si vous êtes un bon entrepreneur, une bonne entrepreneuse, vous arriverez de toute façon à trouver une solution, et les problèmes de votre vie professionnelle ne doivent pas impacter le temps que vous avez dans votre vie personnelle. Et vous voyez, là, je focus beaucoup sur des conseils de vie, mais c'est surtout parce que l'aventure entrepreneuriale, avant toute chose, c'est vous et votre état qui permet du coup de chercher de la réussite. Alors, comment est-ce que tu fais pour rester à jour dans ton secteur? Ça, c'est une super question parce que vous allez avoir tendance à aller sur les différents réseaux sociaux. Par exemple, aller sur Insta, aller sur Twitter, donc X, aller sur Google Actu, par exemple. Et le grand problème, c'est que ça, c'est des réseaux sociaux et ça peut vous bouffer du temps si vous allez regarder par exemple les Reels, les Stories et des vidéos qui vont vous happer. Et puis, ça peut aussi, par la même occasion, vous plomber le moral. Moi, personnellement, j'essaye d'éviter au maximum ces réseaux, notamment X, parce que je sais qu'en slidant dessus, même pour voir des actualités pour moi, ou bien pour ma vie professionnelle, eh bien ça a un impact sur mon moral. Donc du coup en fait, je cherche à recevoir que l'information que j'ai envie d'avoir. Et pour pouvoir ce faire en fait, il existe plein d'applications différentes qui travaillent en fait généralement avec des flux RSS. Les flux RSS, c'est tout simplement un format d'information qui sont émis par la majorité des sites et des blogs que vous suivez. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais utiliser Google Alarm pour pouvoir tout simplement suivre certains mots-clés qui sont importants. Par exemple, si je m'intéresse à l'IA, je vais par exemple rentrer le mot IA ou bien le mot Midjourney ou le mot ChatGPT pour pouvoir suivre les dernières actualités. Ensuite, s'il y a des sites dont vous aimez réellement la qualité des informations, vous pouvez vous abonner à leur flux RSS. Et vous trouverez énormément de services sur Internet qui vous permettent de créer votre oracle, votre dashboard, votre tableau de bord avec différents flux RSS. Et du coup, vous vous retrouvez une page consacrée avec un flux ici, un flux ici, un flux ici.
et puis des colonnes d'informations. Et vous avez juste à ouvrir cette page et vous retrouvez du coup chaque information de vos sites préférés et les dernières news. Et par la même occasion aussi, je suis quelques personnes qui sont bien entendu dans la même thématique que moi, je m'abonne à eux et dès qu'ils ont une nouvelle vidéo, je regarde rapidement ou bien je la synthétise avec une intelligence artificielle. Mais je vous recommande vraiment la pratique d'avoir un dashboard avec les différents flux RSS. Vous trouvez ça très facilement sur Google. Ça vous permettra vraiment d'avoir juste les informations que vous voulez et éviter de tomber justement dans l'engrenage d'Instagram, l'engrenage de X et ainsi de suite. Quelle est ta routine quotidienne en tant qu'entrepreneur ? Alors personnellement, je suis pas du tout un fan de tout ce qui est miracle morning, douche froide et tout ce genre de choses où on essaye de nous mettre dans la tête que en faisant ça, tu vas avoir un mindset de malade et tu vas réussir à atteindre tel et tel objectif. Alors c'est vrai que certains de ces éléments ont été étudiés scientifiquement, comme notamment la douche froide, etc. Ça aide, pas de souci. Néanmoins, j'ai pas besoin de ça pour me réveiller et en plus de ça, je déteste prendre une douche froide. Et moi, du coup, je suis parti sur un raisonnement totalement inverse. J'ai un fondamental, en fait, à respecter, qui n'est rien d'autre que d'avoir de la discipline. Et ça, j'en parle dans une de mes autres vidéos de ma chaîne YouTube, où c'est vraiment un pilier hyper important de respecter, en fait, ma discipline et ce en quoi je me suis engagé envers moi, mais aussi les autres personnes avec qui je travaille, envers mes objectifs. Et cette discipline-là, elle doit être liée à quelque chose d'autre que peu d'entrepreneurs mettent réellement en avant. On se prend toujours des trucs, ouais, travailler comme des malades, etc., sacrifier tout. C'est un truc où je suis absolument pas d'accord. Et là-dedans, en fait, il faut absolument de mon côté qu'il y ait du plaisir. C'est-à-dire que si je me lève le matin pour me prendre une douche froide dont j'ai pas envie, pour travailler sur un projet dont je n'ai pas envie, honnêtement, ça sert à rien. J'ai pas envie de m'infliger ça et j'ai le luxe aussi de pouvoir ne plus m'infliger ça. Donc pour moi, ma routine, en fait, elle est très simple. Il faut absolument que ces deux éléments-là soient mis en avant. Donc le matin, je vais me lever entre 7h et 8h. Il va pas y avoir en fait de miracle morning. Mais j'ai cette marge-là pour pouvoir justement me lever entre 7h et 8h. Je vous dis ça parce que j'adore dormir et je déteste commencer une journée alors que je suis fatigué. En plus, je ne serai absolument pas performant si je suis fatigué. Donc le facteur discipline va faire en sorte que je vais me lever à un horaire qui est tout à fait acceptable pour pouvoir abattre tout le travail de ma journée. Mais en même temps, je ne vais pas me taper un lever aux aurores à 5h du matin en étant éclaté, juste parce qu'il y a un mec qui a écrit un livre sur le miracle morning et qu'il fallait se lever à telle et telle heure. Et du coup, toutes mes phases de travail sont structurées comme ça. J'en ai parlé aussi dans la chaîne YouTube, j'utilise la méthode Pomodoro. Je vais travailler 25 minutes et je vais prendre 5 minutes de pause. Et ça, je vais faire des boucles de cette manière-là. Et si à un moment dans ces 25 minutes-là, j'ai une tâche qui ne me plaît absolument pas, bien des fois je serai bien entendu obligé de la faire, mais il faut que je réussisse à avoir une journée avec le critère plaisir au maximum, et il faut que j'abatte des tâches, donc il faut que je respecte ma discipline. Donc s'il y a vraiment une tâche qui ne me plaît pas forcément, ça veut dire aussi que je suis peut-être pas forcément l'expert dédié à cette tâche-là. Donc si quelque chose ne me satisfait pas, eh bien dans ce cas-là, je vais tout simplement sous-traiter. Ça me permettra d'aller d'autant plus beaucoup plus vite et de toujours cumuler ça, la discipline et le plaisir. Je continue à produire des choses et je continue à aimer ma journée. Je supporte de très grosses charges de travail, je peux travailler jusqu'à 21h par exemple, mais depuis que j'ai une vie de famille et que j'ai d'autres activités aussi autour du travail, eh bien j'essaye d'arrêter vers 19h30 pour pouvoir avoir quelque chose de ma soirée et couper totalement du travail. Et de temps en temps, je me fais ce plaisir-là, c'est que si j'étais très performant dans une journée, eh bien je vais arrêter plus tôt, par exemple à 18h ou même à 17h. Parce que je considère que le temps de travail, le temps homme, etc. n'est pas une preuve d'efficacité. La preuve d'efficacité, c'est de réussir à déballer le plus de production sur ces 25 minutes ici, tout en étant heureux de faire ce qu'on fait. Alors, quel livre recommanderais-tu et as-tu lu qui a changé ta vie ? C'est marrant parce que ça va rejoindre un peu le sujet de la discipline où je vous ai dit les douches froides ou le lever à 5h du matin. Je m'en fous complètement. Et je pense que vous devrez écouter un peu cette petite voix à l'intérieur de vous qui vous dit « Moi, je préfère être comme ça et c'est comme ça que je suis le plus heureux et le plus performant. » Moi, en tout cas, c'est ce que je fais et j'ai essayé toutes ces méthodes qu'on peut lire justement dans les livres. Vous allez avoir des centaines et des centaines de livres dans tous les sens qui vont vous parler, chacun par exemple en 400 pages, en 200 pages, en 600 pages, etc. Eh bien, généralement, des choses qui vont être résumées en 2 ou 3 pages. Je prends l'exemple du livre Père riche et Père pauvre.
C'est un livre que personnellement je n'apprécie pas du tout parce qu'il enfonce énormément de portes ouvertes et parce qu'il rabâche 10 000 fois la même chose en des centaines de pages alors qu'on peut le résumer hyper facilement. Mais après, je peux comprendre aussi l'intérêt d'avoir un livre, parce que lire du contenu, et de plus en plus de contenu et de plus en plus de pages, ça permet de mieux assimiler les choses et de mieux s'en imprégner. Néanmoins, le résumé de ce livre-là, il est très simple, c'est dépensez pas votre argent n'importe comment dans des choses qui ne se valorisent pas, placez un maximum pour avoir du revenu, et c'est là que vous vous enrichirez et que vous fixerez à chaque fois votre statut de richesse et votre statut social. Et du coup, en réalité, on va perdre du temps à lire des livres avec des centaines de pages qui sont connus comme des références. Mais avec l'IA, maintenant, on peut faire résumer des livres comme ça en 2 ou 3 pages et se les coller, se les imprimer et les lire et les considérer comme des vérités qui ressortent de l'intégralité de ces livres-là. Donc maintenant, j'ai pas vraiment de livre qui est devenu mon livre favori. J'ai bien aimé Influence et Manipulation, qui a vraiment de beaux exemples à l'intérieur. Mais si j'avais quelque chose à vous recommander, c'est vous allez lire quelques livres comme ça, à 200, 300 pages, ceux qui vous plaisent et qui sont intéressants dans votre thématique. Et puis par la suite, les autres, vous comprendrez que le mécanisme est en fait résumable en 2 ou 3 pages. Donc vous allez tout simplement lire sur des sites des résumés des points essentiels, avec des exemples concrets et ainsi de suite, ou bien vous allez demander à une intelligence artificielle maintenant de vous résumer les principales idées appliquées du coup à votre profil et à votre business. Et de cette manière-là, vous tirerez le meilleur du livre par rapport à votre profil. Et en même temps, vous gagnerez un temps monstrueux. Parce que vous, en tant qu'entrepreneur, votre but, c'est pas de consommer les produits d'information des autres non-stop, c'est de consommer les produits d'information qui vous permettent d'avancer et d'avoir le temps d'appliquer. Il y a des gens qui passent leur temps à se former et à lire et à se former sans jamais passer à l'action. Le plus important, c'est vraiment de passer à l'action quand vous êtes sûr de votre chemin. Et ce n'est pas en lisant des centaines de livres que ça arrivera, c'est en vous formant un peu, en testant en passant à l'action, puis en vous reformant, puis en testant en passant à l'action, et ainsi de suite. Donc ne perdez plus des dizaines d'heures à lire des livres complets. De toute façon, aucun n'a un secret caché dedans. Le secret, c'est de passer à l'action, de tester, de s'améliorer, et de passer la barre des 51%, et de faire un taf de qualité. Comment est-ce que tu gères tes choix et tes incertitudes ? Plus vous allez avancer dans votre activité et plus vous allez vous décider rapidement parce que vous avez de l'expérience avant et que vous avez déjà rencontré en fait des situations qui vous permettent de vous dire « Ah ok, c'est à peu près le même cas de figure que tel et tel moment, donc je vais plutôt aller vers tel et tel type de solution. » Donc ça déjà, ça vous permet d'affronter en fait l'incertitude. C'est déjà un facteur expérience. Mais quand vous affrontez quelque chose de nouveau, il va falloir tout simplement peser le pour et le contre. Et souvent à l'école, on a appris par exemple que c'est soit oui, soit non. Dans l'entrepreneuriat, ça va être un tout petit peu différent. Vous allez avoir peut-être la solution B, la solution A, la solution B, la C, la D, la E, etc. Et vous allez devoir choisir justement entre ces différentes solutions. En réalité, vous n'allez pas pouvoir toutes les faire, mais ce serait peut-être aussi pas forcément très optimisé d'en choisir une seule et unique. C'est pour ça qu'on a inventé tout simplement le A/B testing, qui peut être aussi de l'A, B, C, D, E, F, G testing et ainsi de suite. C'est de tester vos solutions différentes parce que vous n'avez jamais la certitude que ça va fonctionner. Si vous avez une problématique à résoudre, vous allez du coup peser le pour et le contre, de chacune de ces différentes solutions. Et en pesant le pour et le contre, ça va permettre d'éliminer peut-être cette solution-là qui n'est peut-être pas faisable, cette solution-là qui ne vous apportera pas assez d'argent, cette solution-là qui vous donnera peut-être pas assez d'argent en retour, cette solution-là qui sera peut-être trop coûteuse, et puis il restera la solution A et la solution B qui semblent être les bonnes. Et bien dans ce cas-là, il faut prévoir un plan, par exemple pour pouvoir tester la A et la B sur 50% de vos clients par exemple, et l'autre solution sur 50% de vos clients. Et ça vous permettra d'avoir de la donnée, de la data, et de prendre ensuite votre décision. Donc en fait, quand il y a une incertitude, je compare en fait tous les différents scénarios possibles, j'élimine ceux qui ne sont pas favorables, et puis je vais tester en fait les autres solutions pour chercher la meilleure. Si j'avais testé que la solution A, peut-être que la B aurait été plus performante et meilleure pour mon business. Et si maintenant d'expérience j'ai la solution directement, je l'applique. Et sinon, j'utilise le coup de fil à un ami. Si vous avez du réseau, ce qui est une excellente chose pour réussir justement votre entreprise, eh bien n'hésitez pas à aller poser des questions à d'autres personnes. Et ces personnes-là viendront
elle aussi vous poser des questions et vous vous enrichirez mutuellement au niveau des connaissances. Quelle est ta plus grande source d'inspiration? Alors, je n'ai pas de source d'inspiration. J'ai pas de fameuses personnes que je suis, par exemple en France, en Europe, en Afrique, en Asie, aux USA, en Amérique du Sud. Tout simplement parce que j'ai jamais été trop people, trop fan des personnalités et j'essaye de sortir énormément de toute cette boucle des réseaux sociaux. Et j'aime bien aussi faire les choses à ma manière. Donc j'ai pas d'entrepreneur en fait qui me fascine. Alors bien entendu, ça m'intéresse de voir tout ce qui est voyage sur Mars, ça m'intéresse tout ce qui est par exemple intelligence artificielle, mais je vais pas par exemple glorifier le créateur d'OpenAI, même si je trouve que c'est exceptionnel ce qu'il a fait avec ses associés. Donc en réalité, j'ai pas de source d'inspiration. Par contre, dans tout ce qui est projet créatif, là j'ai des véritables sources d'inspiration. Parce que c'est des personnes qui me fascinent et qui m'ont donné de l'émotion et qui m'ont fait vivre des trucs. Si par exemple demain on va me dire ouais voilà tu vas rencontrer Elon Musk, bien sûr que je serai content et bien sûr que j'aurai des questions à poser. Mais si on me dit par exemple demain tu vas rencontrer Christopher Nolan, là je serai vraiment clairement content parce que c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de choses qui m'ont touché au travers justement des films. Comment est-ce que tu définis le succès? Pour moi, le succès, c'est juste réussir à faire ce que vous aimez et être heureux. Il y a toujours une question qui est est-ce que l'argent fait le bonheur? Et on le voit souvent dans des interviews. Et c'est bien entendu une histoire de point de vue, mais je trouve ça assez pas hypocrite, on va dire, mais un peu abusé que des personnes disent non, l'argent ne fait pas le bonheur. Alors oui, bien entendu, on peut être heureux en vivant avec quasiment rien. Et ça, c'est exceptionnel de pouvoir avoir ça. C'est une richesse incroyable de pouvoir vivre hors des besoins matériels et d'être heureux constamment sans avoir besoin d'argent. Mais la grande problématique, c'est que dans notre société actuelle, on a un besoin écrasant d'argent. Vous vivez en ville, vous ne pouvez pas faire pousser quelque chose. Vous n'avez pas votre terrain, vous n'avez pas votre propriété, vous avez factures qui tombent et vous devez bouffer des pâtes toute la semaine sans pouvoir vous offrir un plaisir. Bah là, bien sûr que si, l'argent fait le bonheur. Je pense que l'argent, du coup, fait le bonheur tant qu'il permet de répondre justement à tous ses besoins et ne crée pas des névroses. C'est-à-dire, par exemple, faire des achats compulsifs, besoin de show-off, ça veut dire de montrer son argent non-stop, et aussi d'impacter peut-être très mal les relations qu'on a ou les autres personnes à cause de son argent. Mais il fait énormément de bonheur quand il vous permet d'être tranquille, d'être serein et de protéger les autres. Je pense que c'est important de faire cette nuance et du coup, le succès d'un point de vue argent, c'est quand ça remplit en fait vos objectifs qui vous rendent heureux sans tomber dans des sortes de névroses et des côtés excessifs. Et je vous assure que si vous arrivez à atteindre ça, c'est peut-être 4000 balles net par mois, 5000 balles, 6000 balles, et que vous êtes heureux avec ça et que vous pouvez passer du temps à faire des choses que vous aimez, vous serez, mais alors je vous le garantis, beaucoup plus heureux que 99% des gens qui ont beaucoup plus de thunes. Donc pour moi, c'est ça le succès, c'est ça le goal. Est-ce que c'est important de prendre des décisions rapides ou plutôt réfléchies? C'est une bonne question parce que soit vous prenez des décisions rapides, ici, et on va mettre ici, des questions réfléchies. Si vous faites un choix qui est beaucoup trop rapide, eh bien vous pouvez planter votre boîte. A l'inverse que si vous mettez trop de temps de réflexion, vous pouvez aussi planter votre boîte. Ça en revient un peu aux décisions que je vous ai montrées avant, A, B, C, D, E, etc. Là aussi, en fait, vous devez nuancer et calibrer sur chacune des solutions que vous avez, eh bien s'il est nécessaire de consacrer plus de temps à de la recherche et de la réflexion, ou bien l'éjecter rapidement. Par exemple, la solution C, vous pouvez décider très rapidement qu'elle est inutile et qu'elle ne bénéficiera pas à votre business. Donc vous pouvez la rayer. Mais la solution A et la solution B demandent beaucoup plus de temps de réflexion. Si la solution A a beaucoup d'impact sur votre entreprise et permettrait de faire un joli coup, eh bien dans ce cas-là, mettre de la réflexion peut être vraiment intéressant. Par contre, si la solution B va avoir un impact faible sur votre business, eh bien là, vous devez au contraire décider rapidement pour justement l'éliminer et éviter qu'elle vous bouffe du temps de réflexion sur d'autres solutions qui y apporteront beaucoup plus. Donc voilà, il faut vraiment peser le pour et le contre de chacune des solutions. Je dirais décider rapidement sur les choses qui impactent peu votre entreprise et prenez du temps de réflexion, consacrez-le aux choses qui peuvent apporter vraiment beaucoup. Parce que sinon, vous risquez de supprimer des fois des solutions qui auraient peut-être tout changé dans votre vie. Quels ont été les plus gros défis dans ta vie d'entrepreneur ?
Il y en a beaucoup et il y en a d'autres qui arriveront justement par la suite. Le premier défi, c'était déjà de croire que tout était faisable, possible et de croire en moi. Ça revient un peu à ce sujet, le syndrome de l'imposteur. Vous avez envie de vous lancer dans un business, mais vous avez déjà vu des entrepreneurs beaucoup plus avancés être meilleurs que vous. Vous savez pas si c'est possible et ainsi de suite. Et du coup, vous n'osez pas vous lancer. À l'époque où je donnais justement des cours de guitare en ligne, j'avais lancé une boîte avec une technologie qui détecte le son de votre guitare. C'était un jeu, ça disait si vous avez juste ou faux, vous gagnez des points. J'étais pas du tout le meilleur guitariste, par contre j'étais un très bon pédagogue. Et le problème c'est que je donnais dans mes vidéos des cours sans être réellement affirmé à 100%. J'étais certain que je faisais un bon travail, mais je savais qu'il y avait d'autres guitaristes qui étaient bien meilleurs que moi. Et ça me gênait parce que j'avais l'impression de ne pas délivrer en fait la meilleure qualité possible et d'être peut-être un imposteur et de ne pas être à ma place. Mais en réalité, on s'en fout de tout ça parce que les personnes en fait qui viennent me suivre pour apprendre la guitare, enfin qui venaient me suivre, c'était des personnes qui avaient un niveau, je vais dire de 0 année à peut-être 8 ans de guitare. Comme d'habitude, le temps ne veut pas dire grand-chose, mais c'est vraiment pour illustrer. Et en fait, moi je couvrais totalement toutes ces bases, plus toutes les bases qu'il y avait après. Donc en réalité, il n'y avait pas besoin d'avoir un niveau super haut, il fallait juste le niveau qui répond en fait à ces personnes-là et que je leur délivre la meilleure qualité possible. Vous n'avez pas besoin d'être le meilleur, vous avez besoin de répondre en fait à ce que les gens attendent de vous. Et plus vous allez avancer dans votre savoir et plus votre savoir d'avant va vous sembler un peu dépassé ou ridicule. Alors que non, il est totalement valable et il est totalement valorisable. Donc ça a été un sujet bien entendu et je pense que c'est le sujet de beaucoup d'entrepreneurs. Deuxièmement, ça a été le côté un peu juridique, qu'est-ce que j'avais réellement le droit de faire. Et ça, c'est quelque chose qui était vachement embêtant parce qu'on n'avait pas d'intelligence artificielle pour répondre à nos problématiques. Donc on devait demander à des avocats. Et les avocats, ça coûte de l'argent. Et quand ça coûte de l'argent au début, ça fait très mal parce que vous n'avez pas beaucoup d'argent pour vous lancer et chaque euro est précieux. Donc maintenant, la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez demander des conseils directement à ChatGPT ou à d'autres IA spécialisés pour vous dire, ok, là par exemple, tu dois envoyer ton produit à tel et tel client. Ce produit-là, il doit respecter tel et tel critère de la réglementation. Le client, il a le droit à faire ci ou à faire ça, à te le renvoyer. Dans ce cas-là, le remboursement se passe comme ci, comme ça, le processus se fait comme ça. Dans les lignes du contrat, tu peux marquer ça t'as pas le droit, attention à ci ou à ça. Et ça a été une grosse difficulté pour moi, c'était de trouver de la bonne information sur les thématiques qui sont des thématiques un peu, pas dangereuses, mais les thématiques où vous mettez le pied dedans et vous prenez une amende, vous prenez des problèmes, etc. Et du coup, en m'éduquant, grâce justement à des avocats et du conseil, mais maintenant aussi grâce à ChatGPT, etc., ça me permet non plus d'avoir un horizon comme ça, mais de me dire j'ai un plus gros horizon, un plus gros terrain de jeu, parce que je sais où je peux aller et jusqu'à quelle limite je peux aller, ou est-ce que c'est normal d'aller sur tel et tel terrain ou non. Et sinon, les défis humains, parce que c'est de toute façon une aventure humaine que vous allez avoir quand vous créez votre boîte et que vous lancez votre business, que ce soit vous-même, que ce soit vos associés et que ce soit vos collaborateurs, partenaires, employés, etc. Vous êtes au centre de l'histoire, c'est vous qui motivez tout le monde. Donc, il va d'abord devoir affronter en fait cette partie-là, imposteur et tout, et essayer d'être le plus performant possible et le plus en accord avec vous-même. Et puis, il va falloir réussir à trouver des personnes qui vous correspondent. Quand vous vous associez, c'est comme si vous faisiez un véritable mariage. Il va falloir trouver les bonnes personnes, c'est super dur. Et ces bonnes personnes ont les bonnes compétences et sont des personnes de confiance. Ça aussi, c'est super dur. Mais ça viendra avec le temps, il n'y a aucun souci. Et puis, trouver les bonnes ressources, les bons collaborateurs qui s'entendent bien. Des fois, ils vont se marcher dessus. Des fois, ils vont se prendre la tête. Des fois, il y en a qui vont vouloir partir. Il y en a qui vont vouloir rester. Puis trouver les bons partenaires long terme, parce qu'il y a beaucoup de partenaires qui vous diront « Oui, on fait ça, on le fait demain, il n'y a pas de souci ». Puis dans 2 mois, vous y êtes encore en train de courir après cette personne. Arrêtez ça, travaillez que avec des partenaires sérieux. Et puis bien entendu avec vos employés, vous êtes un associé ou vous êtes un des fondateurs d'un projet, un employé il est là pour 35 ou 39 heures. Vous vous battez pour votre bébé, lui ça va être différent, il va se battre pour son salaire. Ce qui est absolument normal et c'est des choix de vie qui sont différents. Mais il faut bien comprendre que tant bien la personne-là, cette personne-là, sont tous dans des schémas différents où vous, la réussite de votre business, c'est avant tout ce qui vous motive, mais où les autres personnes ici, c'est pas du tout leur objectif.
Et ces personnes-là vont devoir travailler ensemble pour pouvoir faire réussir ça, qui est le cœur même et qui permet de donner de l'argent et de financer à tout ça. Ce dessin est devenu absolument incompréhensible. Mais le tout pour vous dire que c'est surtout l'humain qui va être important. Vous, croire en vous, de continuer à développer justement des compétences, et puis après de trouver toutes les autres personnes et faire en sorte que tout s'instrumente bien, tout le monde soit heureux de travailler pour vous, de travailler ensemble et que ça se passe bien. Bien entendu, à chaque fois que vous allez faire ça, personne ne sera parfait. Il y aura des couacs à gauche, à droite, et puis vous serez là pour rectifier. Et puis à un moment, ça pètera, et vous serez là pour rectifier aussi. Et puis à un moment, ça ira super bien pendant 3 mois, 6 mois, 1 an. Et après, ça repètera. C'est comme ça, c'est ça l'aventure entrepreneuriale. Et c'est du coup, je le répète encore avant tout, une aventure humaine. Votre plus grand allié, c'est vous, et votre plus grand ennemi aussi dans la réussite, c'est vous-même. C'est pourquoi il vous faut de la discipline et aimer ce que vous faites. Voilà déjà pour ces principales questions, j'en ai encore plein sur cette thématique-là. N'hésitez pas à m'en mettre en plus dans les commentaires ou me l'envoyer au travers du formulaire qui est dans la description de cette vidéo YouTube et qui a permis du coup de générer déjà cette première vidéo YouTube. Je pense que c'est très intéressant d'avoir ces questions diversifiées et de pouvoir vous les illustrer de cette manière-là. Comme ça, on passe directement dans des cas concrets et vous pouvez très bien suivre ça le matin, le midi, l'après-midi, le soir, posé ou avant de travailler pour vous motiver. J'espère en tout cas que ça vous donnera beaucoup de clés sur la manière dont j'agis moi-même. Et surtout, n'hésitez pas si vous avez des questions. Prenez soin de vous et de votre business. Ciao!